Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du dispositif de contrôle interne et plus précisément de sa mise en place et son animation. Dans toutes les organisations, il existe des risques. Fraude, erreurs comptables, non-respect des réglementations, interruption d'activité, pertes financières, incidents opérationnels, la liste est longue. Pour les maîtriser, les organisations mettent en place ce qu'on appelle un dispositif de contrôle interne. Mais attention, il ne s'agit pas de quelque chose de statique. Beaucoup d'organisations ont des procédures et des matrices de contrôle qui ne sont jamais appliquées ou comprises par les équipes. Résultat, le dispositif est inefficace, les risques passent entre les mailles du filet et l'entreprise perd du temps et de la valeur. Du coup, le défi ne consiste pas seulement à mettre en place un contrôle interne, mais aussi de le faire vivre, l'animer et l'adapter dans le temps en impliquant toutes les parties prenantes. Les opérationnels qui appliquent les contrôles, les managers qui pilotent et motivent leur équipe, la fonction contrôle interne qui anime, supervise et met à jour le dispositif, l'audit interne qui évalue et fournit des recommandations, enfin la direction générale qui fixe la stratégie, les priorités et l'appétence au risque. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble toutes les étapes de la mise en place et de l'animation d'un dispositif de contrôle interne, de la conception à l'animation quotidienne, avec des exemples concrets et les interactions entre les acteurs. La première étape pour mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace consiste à définir le périmètre et les objectifs. Sans cette étape, les contrôles risquent d'être dispersés, incompris ou appliqués de manière inégale au sein de l'organisation. Définir le périmètre commence par identifier les processus critiques, c'est-à-dire ceux qui sont essentiels pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Tous les processus n'ont pas la même importance ni le même niveau de risque. Dans une entreprise industrielle, il peut s'agir de la gestion des stocks ou des achats de matières premières. Dans la banque, les transactions financières et la conformité réglementaire sont au cœur de l'activité. Et dans une entreprise de service, le traitement des contrats clients ou des notes de frais conditionne directement la trésorerie et la satisfaction des clients. Dans un groupe avec plusieurs filiales ou entités décentralisées, définir le périmètre ne se limite pas au siège. Il faut également identifier les processus critiques et les risques propres à chaque filiale. Certaines filiales peuvent gérer des activités spécifiques ou opérer dans des contextes réglementaires différents. Cela signifie que le périmètre doit être adapté à chaque entité, tout en restant cohérent avec la politique du groupe. Une fois ces processus identifiés, le dispositif de contrôle se déduit de leur objectif. Le dispositif de contrôle vise à s'assurer de l'atteinte des objectifs des processus de manière générale, garantir la fiabilité de l'information, assurer la conformité réglementaire. Cette étape nécessite la collaboration de toutes les parties prenantes. La direction générale fixe la stratégie globale et valide les priorités pour le groupe. Les managers opérationnels, dans le siège comme dans les filiales, apportent leur connaissance des processus et des moyens de maîtrise en place. La fonction contrôle interne consolide des processus et leurs objectifs. À l'issue de cette étape, l'organisation dispose d'une vision claire et partagée des processus de l'organisation. Cette base solide permet de passer à l'étape suivante, identifier et évaluer les risques, afin de mettre en place des contrôles réellement adaptés et efficaces. Une fois le périmètre défini et les objectifs établis, l'étape suivante consiste à identifier et évaluer les risques. Cette étape est cruciale. Un contrôle efficace ne peut exister que si l'on sait précisément ce qu'il doit protéger. Identifier les risques consiste à recenser tous les événements qui pourraient empêcher l'organisation d'atteindre ses objectifs. Et ces risques peuvent être très variés. Les risques financiers ou de fraude, les ruptures d'approvisionnement, les problèmes de conformité réglementaire et les incidents qui affectent la qualité des produits ou encore la satisfaction des clients. La clé est de combiner l'expérience passée, les incidents connus et les observations du terrain pour obtenir une cartographie complète. Une fois identifié, chaque risque doit être évalué pour déterminer sa criticité. Deux éléments principaux sont pris en compte: la probabilité que le risque se produise et l'impact qu'il aurait sur l'organisation. Par exemple, certaines erreurs peuvent être fréquentes mais peu dommageables, comme une erreur de saisie sur une petite facture. D'autres événements sont rares mais graves, comme une fraude importante ou une panne critique qui bloque la production. Pour rendre cette évaluation concrète, on peut se représenter les risques selon leur probabilité, faible, moyenne ou élevée, leur impact, faible, moyen ou élevé. Cette analyse permet de prioriser les risques et de concentrer les ressources là où elles sont vraiment nécessaires, en se focalisant sur ceux qui sont à la fois probables et à fort impact. Cette étape implique plusieurs acteurs. Les managers opérationnels et les équipes terrain connaissent les situations à risque qui ne sont pas toujours visibles depuis le siège. Le risk manager est chargé de la réalisation de la cartographie des risques et de leur suivi. Tous les acteurs de la deuxième ligne contribuent également en définissant les politiques, en contrôlant l'efficacité des dispositifs en place et en apportant un soutien méthodologique pour renforcer la maîtrise des risques. La direction générale valide les risques critiques et veille à leur alignement avec la stratégie globale.
Enfin, lorsque l'audit interne est présent, il peut confirmer que tous les risques majeurs ont été pris en compte ou signaler des zones oubliées. À l'issue de cette étape, l'organisation dispose d'une liste priorisée de risques avec leur probabilité et leur impact clairement évalués. Cette cartographie des risques sert de base pour la prochaine étape, concevoir et définir les contrôles afin de protéger l'organisation de manière efficace et ciblée. Si vous souhaitez en savoir plus sur la cartographie des risques et comment la réaliser, nous avons une vidéo dédiée sur le sujet, je vous mets le lien en commentaire. Après avoir identifié et évalué les risques, l'étape suivante consiste à concevoir et définir les contrôles qui permettent de les maîtriser. Cette étape est essentielle car un contrôle bien conçu protège l'organisation tout en restant compréhensible et applicable par les équipes. Un contrôle interne est là pour prévenir, détecter et corriger les incidents. Chaque contrôle doit être clairement attribué et appliqué avec une fréquence adaptée. On peut résumer les responsabilités comme ça. Les opérationnels exécutent le contrôle au quotidien, les managers supervisent et valident son application, la fonction contrôle interne structure la méthodologie, suit en continu le résultat des contrôles, puis propose des améliorations. L'audit interne apporte un regard indépendant sur la pertinence des contrôles. Concevoir les contrôles implique aussi de trouver le juste équilibre entre rigueur et praticité. Un contrôle trop lourd ou complexe risque de ne jamais être appliqué correctement, alors qu'un contrôle trop léger ne protège pas suffisamment l'organisation. Chaque contrôle doit donc être utile, compréhensible et proportionné au risque qu'il couvre. Les contrôles peuvent être de plusieurs natures: préventifs, détectifs ou correctifs. Par exemple, si on identifie un risque de fraude sur les paiements, un contrôle préventif pourrait être la séparation des tâches entre saisie et validation. Un contrôle détectif pourrait lui être un rapprochement bancaire mensuel pour identifier les anomalies. Enfin, un contrôle de nature corrective consisterait à enquêter et rectifier l'incident. De la même manière, pour un risque opérationnel comme une rupture de stock critique, le préventif serait le suivi régulier des niveaux de stock, le détectif une alerte automatique en cas de seuil critique, et le correctif l'activation d'un fournisseur alternatif. À l'issue de cette étape, on a une organisation qui dispose d'un ensemble de contrôles adaptés à chaque risque, avec des responsables identifiés et des fréquences de mise en œuvre définies. Ces contrôles constituent la base pour la prochaine étape, déployer le dispositif et faire vivre ces contrôles dans les processus quotidiens. Une fois les contrôles conçus et définis, il faut les déployer dans les processus quotidiens et surtout les faire vivre dans le temps. Le contrôle interne n'est jamais un dispositif statique, c'est un outil dynamique qui doit être appliqué, suivi et amélioré régulièrement pour rester efficace. Le point de départ, c'est la sensibilisation des équipes. Un contrôle interne fonctionne uniquement si on comprend son utilité. Il est donc essentiel d'expliquer le risque couvert, les conséquences possibles et le rôle de chaque collaborateur. Des formations courtes, concrètes et orientées terrain permettent d'ancrer les bons réflexes sans alourdir le quotidien. Ensuite, les contrôles doivent être intégrés directement dans les processus existants. L'objectif est qu'ils deviennent une partie naturelle du travail et pas une tâche administrative supplémentaire. Par exemple, un rapprochement bancaire intégré dans un outil comptable sera bien plus efficace et pérenne qu'un contrôle réalisé manuellement et ponctuellement. Pour structurer et animer le dispositif dans la durée, on peut s'appuyer sur 3 actions clés. Mesurer régulièrement la réalisation des contrôles, les incidents détectés et les indicateurs clés. Expliquer le sens des contrôles, partager les résultats, valoriser les succès et diffuser les bonnes pratiques. Ajuster les contrôles et les processus en fonction des incidents, des retours terrain et des recommandations d'audit. À l'issue de cette étape, le dispositif de contrôle interne n'est plus seulement défini sur le papier. Il est appliqué, compris, animé et amélioré en continu, pleinement intégré dans les pratiques de l'entreprise. C'est cette dynamique qui garantit sa durabilité et permet au contrôle interne de devenir un véritable outil de prévention des risques et de pilotage de la performance. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le dispositif de contrôle interne. On l'a vu, le succès du contrôle interne repose sur l'implication de tous. Les opérationnels qui appliquent les contrôles, les managers qui supervisent, la fonction contrôle interne qui centralise et ajuste, l'audit interne qui apporte un regard indépendant et la direction générale qui fixe la stratégie et montre l'exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contrôle interne n'est pas quelque chose de figé. C'est un outil vivant qui protège l'entreprise et s'améliore en continu grâce au retour des équipes. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans la compréhension du contrôle interne, que vous souhaitez le mettre en place au sein de votre organisation et que vous avez besoin des clés et recommandations d'experts pour vous appuyer, je vous invite à retrouver toutes nos formations au contrôle interne, dont la formation Faire vivre le dispositif de contrôle interne, dans le catalogue IFACI. Je vous mets le lien en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a été utile, likez-la, abonnez-vous et laissez un commentaire pour poser vos questions ou partager vos expériences. Vos retours sont précieux et peuvent inspirer de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.